8 juin 1903, en fin d'après-midi, au bourg de Saint-Pierre-Quilvignan. Arrivent deux motrices de la nouvelle ligne électrique Brest-le Conquet, comme on l'appelle, parce qu'on l'appelle toujours dans ce sens-là. Elles sont en phase d'essai, mais on y a mis un peu un côté festif, c'est-à-dire qu'il y a tout le conseil municipal de Saint-Pierre qui attend de pied ferme au bourg cette arrivée pour souligner l'importance du projet. Bon, c'était une phase d'essai, tout s'est parfaitement bien passé et donc la population est en liesse. Mais il faut quand même souligner que peu de temps auparavant, du côté du village de la Trinité-Plouzané, la diligence, l'hirondelle, qui faisait quotidiennement le trajet Brest-le Conquet, eh bien, voit le compte à rebours commencer, parce que ça veut dire qu'elle est en train d'assurer un de ses derniers voyages face à ces deux motrices. Voilà. Comme entrer en matière un petit peu. Donc je vais commencer par vous parler de la diligence. Alors, elle s'appelle donc l'hirondelle. On la connaît par cette illustration là, qui est prise dans le bourg de Saint-Pierre. Ceux qui connaissent peuvent retrouver le clocher de l'église et puis le clocher de la chapelle qui se trouve à côté. Donc elle va en direction de Brest. Elle est haute sur pattes. Elle a 4 roues, les 2 de l'arrière sont nettement plus grandes, elle est tirée par 3 chevaux. Aucun confort à l'intérieur, hein. Il n'y a pas de vitres, c'est des rideaux, vous voyez peut-être un petit peu, non là on ne voit pas trop que ça vole. Et puis surtout, il y a un certain nombre de passagers qui se mettent directement sur le toit de la diligence. Elle filait quand même entre Brest et le Conquet, en théorie, en 2h30. En réalité, d'après le roman qui se trouve à côté, là, le roi du Biniou, qui est paru en 1893, eh bien, on a quelques lignes dans un des chapitres de ce roman, une description un peu inquiétante ou plutôt aventureuse pour certains de ce trajet. Parce que les départs, paraît-il, ne sont jamais à l'heure. Et surtout, il y a beaucoup d'arrêts non prévus et beaucoup de libations qui accompagnent ces arrêts. Donc, dans le roman, je dis bien dans le roman, je ne sais pas si c'était la vérité en général, dans le roman, le voyage a duré 7 heures. Parce que le départ n'a eu lieu que 3 heures après l'heure prévue, déjà, plus ensuite, au lieu de 2h30, eh ben, faites le calcul, hein, il y a eu déjà pas mal de problèmes. Alors, cette diligence, elle était prévue officiellement pour 16 personnes, mais compte tenu de la possibilité de voyager sur le toit, eh bien, il y avait régulièrement 25 personnes dans les périodes d'été. Alors, c'était donc un voyage quotidien. Elle partait à 7h du matin du Conquet, donc direction Brest, et elle repartait officiellement de Brest à 16h le soir. L'hiver, il y avait bien moins de monde, bien sûr, et s'il était nécessaire, on doublait avec d'autres voitures à cheval, mais comme vous pouvez le constater, elles peuvent être, celles-là aussi, bien chargées. Alors ça, c'est le scoop de la conférence, parce que c'est quelque chose qu'on a trouvé grâce, à un ancien Lorvénécois, pour la mise en place de notre livre qui est donc sorti l'année dernière. Alors, la photo est prise dans le bourg de Locmaria. Ce que vous avez derrière, c'est l'ancienne mairie. Et ce qu'il y avait à côté, c'était ce qui est plus connu des anciens sous le nom de la maison Marzin, restaurant, bistrot, etc.
Donc la voiture est du même modèle, 2 grandes roues encore, 2 petites, mais il n'y a qu'un cheval pour la tirer. Et on voit bien qu'il y a aussi beaucoup de monde à l'intérieur. Alors, c'est pas facile à voir au niveau du cocher, qui est perché sur un banc, là, et bien emmitouflé, mais il est vraisemblable qu'il s'agit d'une femme, Madame Perrine Lebars du Conquet, qui, comment je vais dire, avait un peu 2 activités. Elle avait son activité particulière de voiturière et en même temps elle avait des actions dans la diligence dite l'Hirondelle en coopération avec des hôteliers de Brest. Donc voilà ce que l'on peut en dire. Alors, puisque nous sommes à Logmaria, on va signaler, donc la voiture est arrivée par ce qui est maintenant la route de Kerfili, et elle repartait par la route de l'Arvor pour prendre la route de Panarménès, donc devant ici, et regagner la route du Conquet. Voilà, maintenant on va pouvoir commencer à s'occuper du tram. Alors, c'est une œuvre de longue haleine, c'est ce qu'il faut savoir effectivement, parce qu'il y a eu 3 projets successifs, très différents. Certains n'ont pas passé le stade premier, enfin de la première étude, c'est le cas du premier projet. En 1873, il est question d'un Paris-le-Conquet avec déviation au Rodi. Au Rodi pour revenir donc jusqu'au Conquet. Un des initiateurs du projet avait dans l'idée de faire du Conquet un port transatlantique. Ça n'a pas été plus loin donc que la première étude officielle parce que les autorités françaises, enfin le gouvernement, n'y a pas trouvé d'intérêt véritablement stratégique et a surtout trouvé aussi que la population concernée ne serait pas assez nombreuse vu le prix du projet. Bon, on n'en parle plus pendant des années. Et en 1894, nouveau projet cette fois-ci, mais de conditions différentes. Au lieu de la voie normale qu'on avait partout en France pour les grandes lignes, on passe sur une voie métrique, donc moins large, ce qu'on voit sur l'ensemble des lignes départementales. Alors, ce Brest-le-Conquet était dans le projet, il devait partir du port de recouvrance. Et puis ensuite, il naviguait au plus près de la côte, mais bon, au plus près de la côte, en gros, c'était à mi-chemin entre la côte et puis la grande route donc actuelle. Avec toutefois une déviation, en quelque sorte, à la demande de la commune de Logmaria et de la commune de Plouzané, qui ont demandé que ça passe par leurs bourgs respectifs. Ça a été très vite abandonné. Là-dessus est arrivée la crise de Fashoda en 1898 au Soudan. Donc cette épopée coloniale a failli provoquer une guerre entre la France et la Grande-Bretagne. Tant et si bien qu'il y a plein de troupes qui ont été acheminées dans tous les forts de la côte. Et malgré la crise jugulée passée, l'armée a continué à garder une présence militaire importante et puis on a commencé à reprendre de plus près un projet qu'il faudrait peut-être passer à une méthode plus moderne pour alimenter, ravitailler les forts. Mais ça traîne quand même, ça traîne. Tant et si bien qu'en 1900, cette fois-ci, ce sont tout simplement des civils qui prennent le projet à bras-le-corps et puis surtout des Brestois. Ils tiennent à ce que ce soit une œuvre brestoise, des capitaux brestois au service des Brestois. Et donc c'est là qu'arrive ce projet. Donc cette fois-ci, il part de Saint-Pierre-Quilbignon et il est dans sa conception nettement plus réaliste. C'est tout à fait le mot. Alors pourquoi part-il de Saint-Pierre? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des problèmes
avec la compagnie des tramways brestois, des tramways urbains. Ils n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente et résultat, les tramways urbains, ils sortent de Brest de toute façon parce qu'ils vont jusqu'à Saint-Marc, Landézélec et Saint-Pierre, mais c'est pas eux donc qui prennent la suite. Je vous ai dit que c'était des personnalités brestoises ou de la région brestoise. Il y avait le président de la Chambre de commerce, et puis entre autres, il y avait aussi parmi les initiateurs le maire du Conquet, qui avait l'usine de soude au Conquet. J'avoue que les noms m'échappent. Alors, quels étaient les objectifs, les buts? Bien entendu, il y avait effectivement l'enjeu militaire, comme on a déjà signalé, puisque en cas de crise, il fallait donc pouvoir intervenir rapidement pour transporter des troupes, pour les nourrir et puis les ravitailler également en armement. Mais l'enjeu est quand même très économique. C'est-à-dire qu'il faut assurer le ravitaillement de Brest, qui est essentiellement une ville ouvrière, à qui il faut apporter toute la production nécessaire. Et puis, en même temps, toujours dans ces enjeux économiques, il y a aussi l'intérêt avec le port de pêche du Conquet pour trouver une possibilité de vente en plus grand et puis plus facilement pour toute leur pêche. Autre but, désenclaver les communes voisines. Brest est relié à Paris depuis 1866. Plus tardivement, c'est-à-dire dans les années 1890, les chemins de fer départementaux avaient commencé donc à faire des liaisons. Il y avait la liaison, par exemple, Cernantes-Dalmézeau, et puis il y avait une autre liaison à partir de Plabennec vers la Milice, etc. Mais il n'y avait rien à la pointe bretonne. Donc cet aspect-là était aussi intéressant. Et il y avait un dernier point économique, mais enfin ça allait un peu plus loin que simplement voir l'économie, c'était que la région avait commencé un bel essor balnéaire en direction du Trésir, en direction du Conquet, et il y avait un souci de faire profiter un plus grand nombre de personnes de ces possibilités-là. Voilà tous les arguments. Bon, il y a quand même des oppositions qui se sont manifestées, à commencer par le conseil municipal de Brest. Sans doute derrière, il y avait ces problèmes avec les transports urbains. Enfin, toujours est-il qu'ils n'ont pas voulu donner de subvention du tout à un organisme privé. Voilà, pour un intérêt privé. Ensuite, bizarrement, puisque je viens de vous dire qu'en 1894, la commune de Logmaria avait demandé à faire partie du trajet dit pittoresque, eh bien, la commune de Logmaria, cette fois-ci, s'oppose en disant oh non, ça n'a pas d'intérêt, pour nous, comment je veux dire, ça va faire de la mauvaise concurrence pour nos commerçants. Là, j'avoue que je ne vois pas très bien pourquoi. Ça va effrayer le bétail. Ça, c'était certainement un peu vrai, parce qu'on avait l'habitude de laisser partout. Hein. On laissait le bétail un peu errer, se nourrir le long des fossés, etc. Bon, les choses, finalement, se sont calmées, et le projet a pu prendre forme, et très, très vite. Le comité qui s'est mis en place a levé 150 000 francs
tout de suite. Ils ont mis en place une souscription de 850 000 francs par action de 100 francs. La souscription a été pleine en un mois. Donc, c'est que vraiment le projet intéressait les Brestois. Et un financement très majoritairement brestois. Pendant ce temps-là, il y avait peut-être tout ce qu'il fallait, mais du point de vue de l'administration, ça traînait particulièrement. Il n'y avait pas moyen d'obtenir, on n'arrivait pas à obtenir le décret d'utilité publique. Donc, il a fallu vraiment patienter, mais le comité d'organisation, lui, il n'a pas patienté. Ils avaient fait leur commande, déjà de matériel, le matériel commençait à arriver, et ils avaient même commencé les travaux. Et donc, quand le décret est arrivé, le premier départemental, le second gouvernemental, eh bien, la ligne était déjà construite jusqu'à la Trinité-Touzanais. Donc, c'est pour vous dire, on était presque à la fin de l'année 1902. Voilà. Alors, le tracé de la voie. Alors, vous avez 20 km de parcours, avec 12 arrêts obligatoires et 8 facultatifs. Le départ est bien donc de Saint-Pierre-Quilbignon. Pour le reste, j'en parlerai ensuite. Et donc, il suit à peu près ce parcours, le trajet de la D789. Sauf dans la zone qui va vers la Trinité. Parce que là, c'est, on va dire, la vieille route. Voilà, essentiellement. Alors, il a fallu résoudre quelques problèmes techniques liés en particulier à l'altitude. Parce que si au départ vous avez un plateau légèrement ondulé, qui est en gros compris entre 90 et 70 mètres d'altitude, les choses se gâtent à partir de l'Omaria. Ceux qui sont du coin savent qu'il y a une zone qui est très difficile, c'est tout le secteur de Porspilin-Pont-Roël. Et donc là, non seulement, alors, pardon, je vais essayer. Voilà, vous voyez, il y a une boucle, un virage très sec effectivement là, et il y a un dénivelé très important qui est compris entre 5 et 7%. Donc, c'était le premier défi technique. Ensuite, une fois qu'on avait franchi ça, pour regagner le plateau ondulé au niveau de la commune de Plouguin-Moulin, eh ben, il fallait encore à nouveau grimper. Et là encore, on était entre 5 et 7% de dénivelé. Après, c'était nettement plus calme. Et on arrivait avec une pente relativement douce dans le secteur de l'étang de Kerjan, où là on était au point le plus bas, 10 mètres d'altitude avant de remonter jusqu'à l'entrée du Conquet, où on se retrouvait à un peu plus de 30 mètres d'altitude. Voilà pour les difficultés techniques du parcours. Alors, les infrastructures et le matériel. On a une ligne, donc on a un départ et un terminus. Parce que dès le départ, dès le début, il a été convenu que le départ c'était Saint-Pierre-Quilbignon, le terminus c'était le Conquet, même si bien entendu ça fonctionnait dans les deux sens. Donc il a fallu construire des gares. Oh, quelquefois, elles n'ont pas été prêtes pour le départ de l'installation. Alors, c'était le cas à Saint-Pierre. À Saint-Pierre, la gare était prête pour juillet 1903, pardon. Pas dans l'état où elle est là, sur la première photo, parce que j'ai marqué phase 2.
parce que le petit appentis en bois qui se trouvait sur le côté n'y était pas à l'origine. Il a été mis par la suite. Et puis, au Conquet, par contre, les choses ont été un peu plus rapides, donc photo du haut, et vous voyez déjà sur place la remise qui permettait de laisser à l'abri donc une rame du tram. Alors, pour ceux qui ne pourraient pas se situer, la gare de Saint-Pierre-Quilbignon, elle est à peu près au niveau de l'église, donc dans le haut, dans le haut du bourg. Au Conquet, eh bien, on était tout simplement à peu près au niveau de la mairie actuelle, donc de Beauséjour. Voilà. La gare de Saint-Pierre existe toujours. L'association Mémoire de Saint-Pierre essaye de la préserver. Par contre, au Conquet, le bâtiment a été rasé en 1985. Alors, vous voyez que les bâtiments sont semblables. Hein. C'était un modèle de gare, qu'on retrouvait d'ailleurs un peu partout en France, d'où l'usage de la brique, qui n'est pas habituel dans nos régions. Et elle a été modifiée et modernisée par la suite. Donc, c'est ce que j'ai appelé la phase 3. C'est-à-dire qu'au lieu de l'appentis de bois, là, vous avez un véritable bâtiment technique. Et les gens n'avaient plus besoin de venir par devant le bâtiment. L'accès se faisait par derrière. Et donc, il y avait plus de sécurité pour les gens. Alors, petite remarque au passage, toujours, vous voyez devant ici, voilà, là, eh bien, normalement, c'était la conjonction avec les tramways de Brest, puisque normalement, donc, il y aurait dû avoir une liaison, bon, qui n'a jamais eu lieu, et au bout de quelques années, ben, on a fini par enlever les rails qui témoignaient de cette mésentente. Alors, à l'origine, il n'y avait qu'une autre seule gare sur le trajet, c'est la gare du Trésir. Donc, vous la retrouvez là en haut, exactement toujours le même modèle. La maison existe toujours. Vous êtes dans une zone... ah oui, j'ai pas dit... pardon, s'il vous plaît, vous pouvez revenir en arrière? Je suis partie trop vite. Oui. J'ai pas expliqué les rails, d'où le petit croquis qu'il y a en haut. Effectivement, il y avait deux sortes de rails. Donc, ils sont enclenchés dans le sol de la route, complètement. Et il y en a un qui a un peu une forme de champignon, là. Alors, pour ceux qui aiment les renseignements techniques, eh bien, ceux-là, ils faisaient 18 kg au mètre linéaire. Et la deuxième catégorie, qui sont ce qu'on appelle des rails à gorge, ceux-là étaient nettement moins nombreux sur tout le parcours. Je n'ai pas réussi à trouver pour quelle zone particulièrement ils étaient destinés. Mais ceux-là, ça n'apparaît pourtant pas vraiment sur les croquis. Ceux-là, ils faisaient 36 kg le mètre linéaire. Voilà. Merci. Donc, voilà. Alors, ce que vous voyez parfaitement là devant la gare dite du Trésir, en réalité, elle se trouve au rond-point de Toulon-Ibil, donc à Plougonvelin. Pour ceux qui... d'un côté, vous allez vers la plage du Trésir et de l'autre, vous allez vers la Déchetterie. Voilà. Vous avez ce qu'on appelle un évitement, c'est-à-dire cette zone où il n'y avait qu'une voie unique. Donc il fallait bien que les trams puissent se croiser. Donc ben, ils attendaient à certaines zones bien prescrites, et là vous en avez une. Alors, il y avait une convention qui désignait le fait que c'était toujours, peut-être qu'il y avait quand même des exceptions, mais que c'était toujours le tram en provenance du Conquet qui avait la priorité. L'autre devait attendre. Voilà. Donc on avait quand même
accès à la plage, mais partout, sur tout le long du trajet, les accès, que ce soit au bourg des communes traversées ou bien aux plages qu'on entendait développer, étaient quand même à une bonne distance de la ligne. Il y avait toujours 1 km, 1,5 km, quelquefois plus. Bon, ça ne faisait pas peur aux gens, ils marchaient pour y aller, effectivement. Suivante. Alors, il y avait, quand il n'y avait pas de gare, eh ben, soit il y avait les troquets disséminés le long de la route, qui permettaient de faire la pause, d'attendre et éventuellement parfois de prendre son billet à l'avance, ou alors il y avait un cabanon officiel de la ligne de tramway. C'est le cas à Locmaria, donc toujours visible, photo récente. Alors, si j'ai mis 2 photos, c'est pour pouvoir repérer, c'est derrière le panneau de Locmaria-Plouzané, au bas de Porce-Milin, Pont-Roël. Alors, s'il a résisté, c'est peut-être parce qu'il a eu une autre vie, ce cabanon. Il a été transformé en chenil. Puis je crois qu'il a eu une période poulailler aussi, je crois. Voilà. Suivant. Alors, ici, vous êtes à Croix-Marie. Donc, en gros, entre les 2 communes de Plouzané et de Locmaria-Plouzané. Alors, sur la droite de la photo, c'est direction le Minou. Et puis, ce qui n'est pas visible de l'autre côté, donc c'est direction Plouzané. Alors, vous êtes là dans une zone d'évitement, comme je vous ai expliqué. Et donc, on peut donc dire, quand on voit cette carte postale là, que le tram qui est donc à droite vient du Conquet, tandis que le tram qui est à gauche, il vient de Brest. Et pour faire l'évitement de manière correcte, pour laisser le passage, il a dû faire descendre ses perches. Voilà. Et vous voyez un employé, là, qui s'apprête à faire la remontée dès que donc il aura le feu vert en quelque sorte. Cette photo n'est pas vraiment datée, mais elle permet quand même de voir un petit peu le matériel. Je vais en reparler ensuite. Il y avait la plupart des, on va appeler des compartiments, il y avait toutes sortes d'appellations. On disait car, on disait voiture. Quand c'est pour la motrice, on utilisait le terme buffalo également. La plupart n'étaient pas vitrés, donc c'était bien aéré. Il y avait quand même des rideaux un peu de protection. Et il y avait à l'avant comme à l'arrière de chacune des voitures, c'est visible sur la voiture de droite, il y avait une petite plateforme. Une petite plateforme qui accueillait donc des gens debout. Là, vous voyez qu'il y a du matériel en plus qui est accroché effectivement. Alors, il y avait aussi des wagons supplémentaires, comme celui que vous voyez attelé sur la partie gauche. Ces wagons plateformes étaient souvent un peu plus petits que la motrice principale. Alors, il faut savoir qu'on était assis en longueur dans ces tramways. Donc, autrement dit, le long des fenêtres. Le long des fenêtres, on n'avait pas beaucoup de place pour du matériel, quel qu'il soit d'accompagnement, valises, etc. Mais, diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors ici, vous êtes habitant de Kerjan, et peut-être, bon, c'est plus difficile à voir, mais ce compartiment-là, ici, il est coupé en 2. Il y a bien une séparation au milieu qui est une zone de bagages.
et qui permettait de faire très nettement la distinction entre la première classe et la deuxième classe, parce que ça aussi, ça existait. Donc, les tarifs étaient au kilomètre, avec quand même un minimum. Il y avait un prix, bien sûr, pour les enfants. Les bébés, c'était gratuit. À partir de 4 ans, il y avait un prix plus bas pour les enfants. Vous pouviez avoir un supplément si vous étiez accompagné d'un chien, et vos bagages entraînaient également un supplément. Alors, les bagages, c'était un problème encore avec les tramways urbains, parce que dans les tramways urbains à Brest, vous n'avez le droit ni aux animaux, ni aux bagages. Donc, c'était difficile de concilier les deux choses, surtout pour les gens qui venaient en séjour, sur la côte, et qui devaient donc prévoir des voitures particulières, donc à cheval, pour transporter leurs affaires. Suivant. Alors, ici, nous sommes à Locmaria-Pouzané, à Penarménez, donc au bout de la route, ici, devant le centre. Vous avez qu'une motrice seule, c'était souvent le cas, hein, en dehors de la période d'été ou des week-ends, souvent il n'y avait que la motrice, il n'y avait pas suffisamment de personnes à transporter. Et là, on voit très bien le système électrique. Donc vous voyez les deux perches qui vont rejoindre les fils électriques. Alors ça aussi, par rapport aux tramways de Brest, c'était une nouveauté, parce que les tramways brestois, eux, ils n'avaient qu'une seule fonction. C'est pour le retour de l'électricité qui se faisait par le rail dans les tramways urbains, alors que ici, à cause de la maison des câbles télégraphiques de Déolène, il a fallu... ils avaient un câble souterrain qui courait le long de la route, en face, hein, de l'autre côté, et ils avaient peur qu'il y ait des interférences avec donc les câbles électriques. C'est donc pour cela que ceci a été mis en place. C'était d'ailleurs cet arrêt qui permettait d'aller le plus facilement à la maison des câbles, et les deux messieurs un peu bourgeois là, qui se trouvent sur la photo devaient vraisemblablement être des cadres de la compagnie des câbles. Alors, ces fils électriques, ils tiennent avec des poteaux de bois tous les 30 mètres, donc c'est assez rapproché. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait une manœuvre à faire pour les évitements, donc on fallait descendre les perches, les incliner, et puis ensuite on recommençait la manœuvre dans l'autre sens. Suivant. Alors, nous sommes toujours à Locmaria-Pouzané, à Pont-Roël. On a dit qu'il s'agissait d'une ligne électrique. Il fallait une usine pour fabriquer l'électricité. Et donc, ils ont choisi de la mettre à peu près au milieu du parcours. Ça faisait à peu près la moitié, effectivement, pour installer donc leur machine. Vous êtes sur la première photo dans la descente de Porte-Milin maintenant. Et vous avez encore un évitement là, et le cabanon, enfin les vestiges du cabanon que je vous ai montré tout à l'heure sont à peu près sur la droite de la photo, donc en face de l'évitement. Voilà, c'est à peu près ça. Alors, dans la partie droite, vous avez un état des bâtiments, et le plan permet un peu de voir ce qu'il en était. Alors, vous aviez donc un atelier, un grand atelier, avec, vous voyez, les différentes pistes qui permettaient d'amener les rames, effectivement.
Ensuite, vous aviez la cheminée, petit rond sur le plan. Et puis après, vous aviez la chaufferie et toute la partie des machines électriques. Alors là, ne me demandez pas trop. Moi, je ne vais pas très loin dans ce domaine-là. Hein. L'électricité était produite par une machine à vapeur qui fonctionnait au charbon. Donc, l'eau, elle était sur place, avec le petit étang que vous voyez là, qui est tout simplement le reste d'un étang qui faisait fonctionner autrefois un moulin. Voilà, toute l'histoire est donc importante. Alors, je vous ai dit que pour la phase d'essai, que le premier fonctionnement, c'était donc une phase d'essai. Eh bien, les deux motrices en question étaient parties de là, de l'usine de Pont-Roel. Elles avaient tout de suite une belle montée à faire, et donc ça permettait déjà de tester le matériel. Et à leur grande surprise, mais aussi à leur soulagement, ils n'ont eu strictement aucun problème sur ce voyage d'essai, et ils n'ont même pas eu besoin de mettre la puissance maximale. Ils ont pu fonctionner avec une seule machine au lieu de deux machines qui étaient prévues. Suivant. Alors, le départ de la ligne s'est effectué le 12 juillet, officiellement, pardon, le 12 juillet 1903, qui était un dimanche. En réalité, ils ont ouvert la ligne le samedi après-midi pour déjà, sans doute, peut-être voir s'il y avait des choses de dernière ligne, pardon, s'il y avait des choses à revoir éventuellement. Alors, ce dimanche, il était prévu au Trésir des régates. Et il y a donc une foule, aussi bien par curiosité d'utiliser le tramway que parce qu'il y avait au bout un spectacle, en quelque sorte. Et donc le tramway a été pris d'assaut toute la journée. Tant et si bien qu'ils n'ont même pas pu respecter les horaires annoncés. Et les derniers retours le soir se sont faits à 23 h, ce qui n'était pas du tout prévu à la base. Alors, la photo que vous avez là, je n'ai rien trouvé montrant, à part les quelques photos que je vous ai montrées, on voit bien qu'il y a quelques personnes qui attendent. J'ai pas trouvé de mouvement d'ensemble. Alors là, vous avez une photo qui est dans l'intérieur de Brest, dans le haut de recouvrance, derrière les remparts. C'est-à-dire que les remparts sont vers vous, le public, ce qu'on appelle la porte du Conquet. Mais vous avez là les gens qui attendent, tout simplement, pour pouvoir monter à Saint-Pierre et prendre la ligne, donc cette nouvelle ligne officielle, qui a été d'emblée, dès le départ, surnommée le tram des familles. Tellement les gens trouvaient que c'était une occasion de pouvoir sortir donc facilement. Alors, une chose quand même qui est importante, c'est que cet essor balnéaire, il était bien avancé, mais avec des gens qui étaient plutôt, je vais dire, d'une certaine bourgeoisie, petite ou moyenne bourgeoisie peut-être, mais des gens qui avaient un peu de moyens pour faire une location quelque part au bord de mer, etc. Tandis que là, on a vraiment une population ouvrière maintenant, ça se voit un peu dans les costumes, il y a beaucoup de casquettes en particulier, qui peut bénéficier des joies du dimanche. Le samedi n'est pas chômé, hein, je vous rappelle, à l'époque, et donc le faire effectivement en famille. Alors, c'est ce milieu un peu différent a pu découvrir de nouvelles activités grâce au tram. Alors, bien entendu, les plaisirs de la plage. Alors, à l'origine, il ne faut peut-être pas croire que le bain était
très développée. On voit beaucoup les gens marcher dans l'eau, ça c'est sûr. Peu se baignent. À ce sujet, il faut dire que au mois de mai 1903, donc avant l'ouverture de la ligne, le conseil municipal de Logmaria a trouvé bon de faire un arrêté pour obliger les baigneurs à utiliser un maillot de bain. Ça devait quand même être quelque chose qui existait, parce que j'ai trouvé qu'à Sainte-Anne-du-Porzic, ils avaient déjà dû le faire bien plus tôt, en 1875. Donc, il y avait déjà des naturistes à l'époque. Bon, je suppose que ça devait être simplement des messieurs, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de dames à l'époque. Cet arrêté municipal signalait également quelque chose d'autre, c'était que les paysans étaient priés de ne pas laisser leurs bêtes marcher dans l'eau pendant les heures, comment je veux dire, diurnes, les samedis et les dimanches. Donc là, on avait sans doute une habitude, effectivement, de laisser le bétail divaguer, ça c'est sûr, mais peut-être que les bienfaits des bains de mer étaient déjà connus pour les bovins. Bon, en même temps, les bouses sur la plage, ça devait pas être terrible. Donc, la photo qui est tout en bas, c'est un bon groupe de personnes à Sainte-Anne-du-Porzic. Bon, les gens, ils sont habillés, ils regardent, ils marchent, etc. C'est à peu près tout ce que j'ai trouvé tout le temps. La photo du milieu, ce sont des gamins cette fois-là, donc il y en a deux au moins en maillot de bain. Et puis la dernière photo, c'est pour un autre aspect. Cet essor du tourisme, en quelque sorte, a fait venir d'autres moyens de distraction. Et à Logmaria, plus tardivement, mais en 1929, a été créée la closerie des goélands, qui est une sorte de guinguette, mais pas une guinguette à danser, qui est une guinguette folklorique, où sur fond de musique bretonne, en buvant du cidre, il y avait aussi des défilés de mode bretonne. Et comment je veux dire, les frères, pardon, Loïc et Jean Kernevel, donc s'étaient installés, ils étaient présents là tout l'été et c'était très bien suivi. Aux grandes dames du clergé local qui fulminait parce qu'il y avait moins de monde au vêpres le dimanche après-midi. Voilà. J'ai mis un petit extrait pris dans la dépêche de Brest, l'ancêtre du Télégramme. Dans le journal du week-end, soit le samedi, soit le dimanche, il y avait l'équivalent de « Que faire ce dimanche ?» Et donc là, il y a promenade donc à la Trinité, au Délec, au Minou, à Trégana, Porte-Milin, le Trésiré, le Conquet, par les tramways. Il faut dire que cette nouvelle compagnie donc, de tramway s'est vraiment décarcassée pour donner toutes sortes d'occasions aux gens d'utiliser. Par exemple, à la saison de la chasse, eh bien, il y avait un tramway spécial chasseur réservé à l'aller comme au retour. Il y avait également possibilité de louer, en quelque sorte, de réserver une ou deux voitures si besoin, si on avait projeté une grande sortie familiale, une noce par exemple, ou une rencontre, etc. Donc, toutes les occasions étaient bonnes pour s'amuser. À propos de Sainte-Anne-du-Porzic, je n'ai pas dit que le pardon du mois de juillet était très suivi. Donc le tramway, là encore, a aidé à cette venue d'une grande population.
Alors, passons maintenant aux conséquences plus économiques. Le problème principal, c'était effectivement que le départ de Saint-Pierre, c'était pas terrible. Parce que il y avait ce problème, je vous l'ai dit, des bagages, il y avait le problème des chiens, il y avait surtout le problème, en particulier pour les paysans ou les pêcheurs du Conquet, qu'il fallait débarquer sa marchandise du tram à Saint-Pierre pour repartir dans un autre tram, pour descendre aux halles en ville, et le tout avec souvent mauvaise volonté de la part toujours des tramways brestois, parce que il a été assez courant pendant une certaine époque que juste au moment où le tram du Conquet arrivait, eh bien, le tram urbain partait. Donc, les gens faisaient le poireau après pour attendre le suivant. Voilà, une petite mesquinerie au passage. Donc, devant le très grand succès remporté finalement par cette nouvelle ligne de tramway qui était largement bénéficiaire, eh bien, il a été décidé de prolonger. Cette fois-ci, ce n'est pas obligatoirement mauvaise volonté de la part des tramways urbains, mais les lieux n'étaient pas pratiques finalement pour emprunter la ligne brestoise déjà existante. Donc on a créé complètement une nouvelle ligne entre Saint-Pierre et la porte du Conquet. Donc le haut de recouvrance, à peu près ce qu'on appelle Prades-les-Dents. Voilà, c'est à peu près à ce niveau-là. Alors, vous avez, évidemment, les lieux ont beaucoup changé. Il faut imaginer que vous, côté public, ben, c'est les remparts de Brest. Et puis vous avez là, donc à droite, la gare des tramways du Conquet, et en face, la gare des tramways urbains. Alors, le tramway qui est là, c'est un tramway urbain qui monte ce qui est maintenant la rue Anatole France. En gros, c'est ça. Et tandis que la nouvelle voie, donc réservée pour la ligne du Conquet, eh bien, elle part d'ici, là, vous voyez? Voilà. En gros, ce qui est la route de l'Hilaire, à peu près. Et elle passait par derrière les fortifications du polygone. Et là encore, avec des problèmes de dénivelé très importants. Et ensuite, une fois qu'elle était sur le plateau, bien, elle naviguait parmi tous les jardins maraîchers qu'il y avait dans le secteur du côté du Valire, à peu près par là, avant d'arriver donc par derrière au bourg de Saint-Pierre. Alors là, il y a eu une petite modification parce que le Conseil général a accepté de donner une subvention pour aider aux travaux, mais ils ont demandé ensuite une participation pour chaque passager. Donc il y avait une petite ristourne qui leur revenait dans le ticket passager. En même temps, oui, peut-être expliquer le plan avant de passer à autre chose. Alors, vous avez sur le plan, donc là, vous avez le prolongement de cette partie-ci. Voilà. C'est une partie atelier avec une zone où les trams sont également en attente et où éventuellement ils peuvent être réparés si ça ne demande pas trop de technique. Alors, par contre, ce que vous avez ici, là, c'est donc ceci. Suivante. Non, pardon, je suis allée trop vite, excusez-moi.
En même temps que se faisait cette prolongation donc jusqu'à Recouvrance, il y avait un autre prolongement qui, sur la ligne, cette fois-ci partant du bourg de Saint-Pierre, allait jusqu'au Fort Montbarré pour ravitailler en quelque sorte le Fort Montbarré, et donc une première boucle, et ensuite descendait pour Sainte-Anne-du-Porzic. Mais, vu là encore les dénivelés, n'était pas capable d'atteindre la plage, donc c'était une voie simplement de 1,2 km. Donc il s'arrêtait là-haut, qui servait en quelque sorte de gare, bien que ce ne soit pas du tout une gare officielle. Hein. C'est un restaurant meublé, etc. Voilà. Et là encore, vous voyez la zone d'évitement qui permet au tram de faire sa manœuvre. Il arrive sur une voie, il repart sur l'autre avant de regagner la voie. Merci. Alors, là, à partir de là, c'était beaucoup plus facile avec cette nouvelle voie descendant jusqu'à Recouvrance pour tout le monde pour gagner les halles de Recouvrance. Alors, ces halles étaient un peu plus bas, elles étaient à peu près à hauteur du Macorlan. À peu près, un peu plus bas. Et elles avaient une particularité, quand on les... pas tout de suite à l'origine, mais dans la partie qui est plus vers vous, eh bien, il avait été prévu des installations pour l'époque très moderne, destinées aux pêcheurs. C'est la table que vous avez sur le côté. Donc ça a été conçu spécialement là. Donc c'était un plateau de marbre, monté donc sur toute une ferronnerie qui permettait aux pêcheurs d'avoir donc leurs marchandises et qui permettait surtout en même temps d'évacuer l'eau et compagnie. Donc il y avait 8 tables comme celle-là qui étaient installées dans la partie la plus à droite des halles. En même temps, c'est placé un peu plus haut au secteur de Pradlédan un marché spécial au beurre. Donc beaucoup de paysannes des environs venaient avec leur panier et c'était donc le point de rendez-vous pour cette vente. Suivante. Alors, toujours dans les conséquences économiques, il y a un certain nombre d'hôtels, de restaurants qui se sont créés. Le premier, en haut, vous êtes à Porce-Milin, il y avait déjà un troquet, hein, mais ça s'est développé, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus important, et même par la suite, dans le pignon de droite, vous allez avoir un autre bâtiment qui va être ajouté, mais ce sera là bien plus tardivement, plutôt dans les années 30 que dans cette période. Alors là, vous voyez une partie de la voie et un petit bout du tram, vous avez une petite idée du virage. La zone d'arbres, c'est le chemin tout simplement qui descend à la plage de Porce-Milin. Alors, là où sont les rails sur la première photo, en face, va se créer l'hôtel-restaurant de la Cité. Donc celui-là, mais c'est aussi à la fin de la période, c'est vers 1928 à peu près, qui était très fréquenté par les Brestois. Suivant. Alors, toujours dans les changements, mes exemples sont sur Logmaria, hein, je suis désolée, mais c'est ce que je connais bien. Donc, toujours dans les exemples,
vous avez la plage de Porce-Milin. Alors là, on a un personnage, un avocat de brestois, qui était un peu visionnaire. Et quand il a été question un peu du tramway, il s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc, il s'est débrouillé pour acheter toute une série de terrains sur la dune et la falaise. Là, vous voyez, c'est clos de murs. Et puis, il y a construit quelques pavillons. Alors, son projet, c'était vraiment d'augmenter encore. Alors, il s'agissait tout simplement de meubler pour les gens qui voulaient passer un certain temps, accompagnés de petits jardins, qui étaient aussi bien des jardins d'ornement que des jardins potagers. Donc, chacun pouvait s'occuper effectivement aussi et participer. Et il avait dans l'idée que le climat était particulièrement intéressant et que ça pourrait attirer des familles avec des enfants chétifs en particulier, et le bon air de la plage, le sable, l'iode, etc., puis les activités permettraient de requinquer tout le monde. Ce qui fait qu'il a tout de suite réussi à démarrer son projet en même temps que le projet du tram se faisait. Mais malheureusement, il n'a pas pu en profiter. Il est mort brutalement en 1909. Et sa fille qui était mineure, son unique fille qui était mineure, n'a pas pu continuer donc l'opération. Ce qui fait que ça a été repris par les châtelains de Quélérène, qui avec deux motivations, on va dire. Alors, une qui a été la motivation officielle, ils allaient marier leur petite fille, donc c'était très bien d'avoir de quoi loger tous les gens qui allaient venir, etc. Mais plus vraisemblablement, ils ont préféré acheter donc la propriété parce qu'il avait été sérieusement question de mettre en place un casino. Et la famille était très catholique, et pour eux, ça devait être un lieu de perversion si on laissait mettre un casino à proximité, sans doute. Voilà. Donc c'est là les origines de ce qui va devenir l'hôtel d'Armorique et qui, dans les années 20 et 30, va prendre une extension très importante. Alors, on arrive à la fin. Alors, fin du service. C'est la guerre qui va poser problème. Parce que, comment je veux dire, pendant la guerre, vous vous doutez bien que le côté balnéaire, le côté festif, eh bien, il est largement mis de côté. Autrement dit, il y a beaucoup moins de passagers et les bénéfices aussi disparaissent. Ensuite, il y a des problèmes avec l'usine de Pont-Roel pour l'alimentation en charbon. Le guerre 14-18, vous savez, elle se situe à l'est, au nord et à l'est de la France, là où sont les mines de charbon. Donc ça devenait un peu difficile. Là, ils ont réussi à résoudre le problème. Ils ont réussi à faire une jonction avec l'usine électrique qui alimentait Brest, à partir de Saint-Pierre. Alors, en principe, c'était provisoire. Au final, ça allait rester. L'usine n'a plus fonctionné à partir de 1915 à Pont-Roel. Par contre, les ateliers, tout ce qui était réparation, etc., sont restés. Une fois la guerre revenue, le nombre des voyageurs reste à nouveau insuffisant. Et puis surtout, là, il faudrait changer une bonne partie du matériel. Alors là, la compagnie n'arrive pas à faire face et, comment je veux dire, cède toutes ses parts à la compagnie des tramways urbains de Brest, qui, elle aussi, très rapidement, devant l'ampleur des dépenses à faire,
déclarent forfait, ils vont tenir bon que pendant 2 ans. Et ensuite, l'ensemble est repris par les chemins de fer départementaux cette fois-ci. D'autant plus que ce sont eux qui ont obtenu aussi la desserte des îles de Molène et Ouessant. Donc d'avoir à la fois la desserte maritime plus la desserte par le tramway électrique, ça les intéressait. Mais jusqu'en 1928, ils réussissent à tenir à peu près, mais là, à partir de là, tout va mal à nouveau. Il y a la grande crise économique qui pointe un petit peu le nez, mais il y a surtout un désintérêt sur la ligne parce que la route prend de plus en plus d'importance. Non pas qu'il y ait tant que ça de gens à avoir une voiture particulière, mais par contre il y a beaucoup de petites entreprises qui ont leur car et qui assurent donc des transports qui sont considérés comme beaucoup plus faciles parce qu'on peut mieux se déplacer, on peut mieux s'arrêter n'importe où, etc., que sur cette ligne de chemin de fer. Ce qui fait qu'en 1932, donc décision d'arrêter, mais une compagnie d'autocars officielle est mise en place, c'est la fameuse Satos. Donc ça c'est la compagnie officielle et qui est doublée d'une compagnie privée un peu partout, mais sur Brest-le-Conquet, ce sont les cars Castel-Couture. Voilà. Et bon, le trajet reste sensiblement le même, à la différence que cette fois-ci les bourgs sont desservis. Le car passe vraiment dans les bourgs, donc grande facilité aussi. Et donc ce sont généralement les mêmes installations, les mêmes bistrots, etc., les gares qui sont transformées pour la billetterie de ces tramways. Donc, en quelques 30 ans, on est passé de la conduite hippomobile, on va dire, avec le cheval, etc., donc le rail, et puis maintenant, c'est en quelque sorte donc la victoire, toute la concurrence de la route, avec toutes les conséquences que cela va avoir par la suite, avec le développement de la voiture individuelle. Mais là, on passe à une autre période. Suivante. Alors, j'ai fini, mais il faut que je signale quand même où j'ai trouvé toutes ces informations, parce que c'était important. Alors, mes principales sources, c'est le livre de Louis Coudurier, donc le propriétaire de la Dépêche de Brest, l'ancêtre du Télégramme, qui a écrit en cadre de Brest au Conquet par le chemin de fer électrique. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous procurer des exemplaires au musée de Saint-Mathieu. Ils en vendent des rééditions. J'ai trouvé également une revue spécialisée du matériel de chemin de fer, donc qui a un numéro où une bonne partie est consacrée donc à ce tramway électrique. Et puis, il y a tous les travaux de recherche, et ils sont très nombreux, de l'association Mémoire de Saint-Pierre et de l'association Phase de Plougonvelin. Et il y a un blog qui concerne le Conquet, donc animé par Jean-Pierre Clochon, et qui fourmille de plein de détails concernant le Conquet. C'est très facile à lire, vous pouvez lire juste quelques lignes, juste un sujet qui vous intéresse, mais si vous vous laissez tenter, vous verrez qu'on part très vite, c'est comme dès qu'on commence sur Internet, n'est-ce pas? On peut aller chercher autre chose. Voilà, j'ai fini.